Suivons ce tracé qui s'élance en direction des terres. Jusqu'ici, c'est un tourbillon géant comme il s'en forme régulièrement à travers le monde. Pourtant, il s'apprête à dépasser tous les cyclones enregistrés avant lui, vous allez voir. Salut, récemment, je me suis rendu compte que je connaissais très mal ces immenses tourbillons d'une puissance effrayante, alors que c'est une réalité chaque année pour des centaines de milliers de personnes. C'est ce qui fait qu'un cyclone puisse avoir des conséquences aussi fortes qu'à Mayotte par exemple. Vous pouvez imaginer de rouler en autoroute et mettre la tête dehors de la voiture. Alors là, vous serez à 120 et c'est déjà fort. Maintenant, imaginez de mettre la tête dehors quand vous roulez en TGV. Pour mieux comprendre, je me suis penché sur les 5 pires cyclones de l'histoire récente. Que ce soit par leur taille, leur puissance, leur ampleur ou les dégâts qu'ils ont entraînés, ils ont dépassé tous les autres. Alors quels sont les 5 cyclones les plus extrêmes? Quelles leçons ont pu être tirées pour mieux nous en protéger? Je vous explique. Les cyclones ou tempêtes tropicales, ils s'en forment environ 80 à 100 chaque année sur Terre, soit en moyenne un tous les 4 jours. C'est donc pas très rare en soi. Mais les 5 cyclones qu'on va voir ont largement dépassé tous les autres, vous allez voir. La chose dont on parle, c'est les cyclones tropicaux. C'est un vortex qui tourne dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Certains ont même entraîné d'importants changements politiques. Mieux explorer ces phénomènes passés peut aider à mieux préparer l'avenir. Commençons par le plus puissant. Nous sommes en octobre 2015 à bord d'un avion chasseur d'ouragans américain. Cet équipage subit d'intenses secousses. Il tente de traverser un ouragan qui va s'avérer être le plus puissant jamais enregistré jusqu'à aujourd'hui. Cet ouragan extrême naît ici dans le Pacifique et fonce vers les côtes mexicaines. Ce vendredi 23 octobre, alors qu'on le voit même depuis la Station spatiale internationale, en son sein, certains vents dépassent les 340 km/h. C'est difficile de se rendre compte. Ceux qui étaient là en 1999 à Paris, peut-être qu'ils se rappellent de la tempête de Noël, et là on avait des pointes de vent à 150 km/h. Maintenant, imaginez de mettre la tête dehors quand vous voulez un TGV. C'est ça l'ordre d'idée qu'il faut utiliser. C'est aussi les vents d'ailleurs qui créent les dégâts, mais pas que. Lava los árboles para allá y para acá y los quebraba. Y la casa pues la levantaba y el techo y la volvía a dejar. Les jours suivants, lorsqu'il atteint la Terre, cet ouragan nommé Patricia détruit plusieurs maisons et cause la mort d'une dizaine de personnes. En fait, lui s'est beaucoup affaibli avant de frapper le Mexique. Selon les conditions environnementales, on arrive à provoquer plus de vent, plus de précipitations, plus d'extension. Et ça, c'est tout à fait naturel. Il faut qu'il y ait des conditions environnementales favorables. Notamment, la température de surface de la mer doit être chaude parce que l'air chaud, qui est plus humide, qui peut donc condenser et créer de la pluie. Celui qu'on va voir maintenant, il est moins puissant. Pourtant, il a eu un bilan humain beaucoup plus lourd et on va essayer de voir pourquoi. En fait, ce cyclone, c'est l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire récente, toutes catastrophes naturelles confondues. Il a fait plus de victimes que le tristement célèbre tsunami de 2004 qui avait touché plusieurs pays d'Asie. Et il a aussi contribué à la naissance d'un pays. En fait, à la base, ce cyclone, il ne fait pas partie des plus puissants. Ses vents atteindraient les 205 km/h. Mais il n'avance pas seul. Il y a plusieurs choses à dire sur ce cyclone. Il faut savoir comment un cyclone tropical en général fait des dégâts. Alors, il y a le vent qui peut faire tomber des structures qui tombent sur les personnes, par exemple. Il y a la pluie qui peut provoquer des dégâts hydrogéologiques. Mais il y a une troisième source de danger qui est ce qu'on appelle en anglais le storm surge, ou la vague de tempête, disons. Et ça peut monter très fortement si la pression est très basse. Autour de lui, la mer s'élève, formant un gigantesque mur d'eau de 6 à 10 mètres de haut qui se dirige vers ce pays une nuit de novembre. En face, ces îles et ces prairies sont habitées par des millions de personnes et elles s'élèvent seulement à quelques mètres de hauteur. Alors il y a bien des météorologues qui repèrent le cyclone en amont et lancent un message d'alerte, mais de nombreuses personnes ne le reçoivent pas ou n'ont pas d'endroit où se réfugier. Ce qui frappe dans ce voyage irréel, c'est que l'on a l'impression de survoler le néant. Jamais une silhouette vivante, un homme ou un animal. Dans les jours qui suivent le cyclone, des bateaux sont retrouvés à même la terre. Presque tous les villages sont rasés. Ces images montrent des rescapés dont de jeunes enfants privés d'abri avec tout ce qu'il leur reste. C'est évident par exemple que s'il y a un ouragan autant fort qu'il peut être, s'il arrive sur Terre à un endroit qui est complètement désert, il ne fera pas de dégâts sur les personnes. Ça, c'est évident. En fait, on parle de risque en général. C'est un produit, en fait, de la force de l'événement, mais multiplié aussi par l'exposition et la vulnérabilité sur laquelle il impacte. L'exposition, c'est déjà s'il y a des choses à détruire. Vous voyez, donc l'exemple du désert, c'est parlant. Et deuxièmement, la vulnérabilité, c'est si ces choses-là, les populations, les infrastructures, le bâti, est résistant ou pas aux phénomènes extrêmes. En fait, il y a l'exemple récent de Chido à Mayotte. Ce n'était pas le plus fort enregistré,
mais qui a frappé un territoire fortement défavorisé, où il y avait une forte population et aussi une forte précarité. Revenons donc ici. En vrai, quand on l'a pas vécu, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte de l'horreur qu'ont dû vivre ces personnes, déjà quand on voit une vague géante arriver, ou alors quand notre toit est arraché. Et aussi tout ce qui vient après le cyclone. L'eau est polluée par les cadavres d'animaux, il n'y a pas assez de vaccins contre la typhoïde, le choléra, encore moins de moyens de les acheminer, et aussi 60 médecins pour 3 millions de sinistrés. Alors qu'une large majorité des protéines consommées viennent de la pêche, un grand nombre de pêcheurs n'ont pas survécu. Dans les jours suivants, le manque de nourriture et la diffusion de maladies font craindre de nombreuses autres morts, entre autres effets indirects. Les autorités locales et d'autres pays tentent d'apporter de la nourriture et des soins. Mais au total, environ 300 000 personnes meurent, certaines estimations évoquant même 500 000 victimes. À titre de comparaison, des années 1970 à aujourd'hui, les cyclones tropicaux dans leur ensemble auraient tué un peu plus de 800 000 personnes. Ce cyclone, qui n'a pas de nom, il frappe en fait en 1970 et il touche une large zone qui s'appelle alors le Pakistan oriental. La réponse du gouvernement central, basée de l'autre côté du pays, est alors jugée largement insuffisante. Ça exacerbe des tensions qui existaient déjà et ça contribue au déclenchement d'une guerre civile. Un an après, en 1971, cette situation débouche sur l'indépendance du Pakistan oriental qui devient le Bangladesh. Dans les années qui suivent, pour tenter d'éviter de revivre ce drame, des mesures sont mises en place. On utilise un peu comme exemple ce cas du Bangladesh parce qu'on a créé des abris anticyclones qui résistent aux inondations et au vent. On a créé des procédures, des protocoles dont la population est informée en cas d'alerte où ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et on pense que les cyclones plus récents qui ont frappé le Bangladesh ont fait moins de victimes justement pour cette raison-là. Mais ce choc, il n'a pas permis d'empêcher des années plus tard le cyclone le plus coûteux de l'histoire. Ça, c'est l'un des quartiers les plus touchés par ce cyclone avant son passage. Et voici le même endroit après le cyclone, avec une vue orientée légèrement différemment. On peut voir que ce casino flottant a été déplacé à l'intérieur des terres. La plupart des autres bâtiments, mais aussi ce pont, sont complètement détruits. Cette autre ville, à 120 km de là, elle se retrouve presque entièrement envahie par l'eau. Ce cyclone, il touche d'abord le sud de la Floride, avec des vents allant jusqu'à 130 km/h. Puis il prend de la puissance au-dessus du golfe du Mexique, atteint les 280 km/h, et s'élance sur le sud de la Louisiane et du Mississippi. À plusieurs endroits, la montée du niveau de la mer submerge les digues. Des vents violents et des pluies intenses s'abattent aussi sur les côtes. Yeah, it's been pretty scary. This is the first time we actually had to leave far, a little further away from home. L'onde des marées, comme on l'appelle en français, donc elle était de plusieurs mètres, elle arrivait parfois à 7 mètres de haut, au-dessus du soulèvement du niveau de la mer. Après, il y a les vagues qui sont créées par le vent, et après, il y a la pluie. Si on a la mauvaise chance que ce soulèvement du niveau de la mer dû à la tempête arrive en plus dans un moment de haute marée, on peut faire encore plus de dégâts. Cet ouragan, il cause entre 1400 et 1800 morts environ, selon les sources, et un coût équivalent à environ 200 milliards de dollars d'aujourd'hui. C'est le coût le plus important de toute l'histoire des cyclones. L'inondation a eu lieu dans une région qui avait une activité économique et des richesses et des infrastructures énormes qui étaient en plus assurées, qui faisaient partie d'un des territoires les plus actifs du monde. I won't be able to work. I'm going to be out of a paycheck for a while. So. And we have a lot of people getting killed in the city. And I know a lot of people don't have cars to leave. De nombreux services publics, mais aussi de nombreuses entreprises, des bureaux, des exploitations pétrolières ont été détruits, entraînant des milliers de pertes d'emplois. Les habitants pauvres et afro-américains sont particulièrement touchés. Aux dégâts directs, il faut quand même rajouter les dégâts indirects, par exemple des chaînes de fourniture qui se bloquent, donc il y a des faillites, il y a des banqueroutes, des choses comme ça, qui se propagent dans le système social et économique et qui peuvent être même plus importants que les dégâts directs, parfois. Ce cyclone, il se produit en 2005 et s'appelle Katrina. Il touche donc les États-Unis qui sont en fait le 5e pays le plus touché dans le monde par ces phénomènes cycloniques depuis les années 1970. Devant on trouve le Mexique à la 4e place, puis le Japon, les Philippines et en premier la Chine. Le bassin océanique subtropical, c'est l'endroit où les cyclones se forment. Après, ils se propagent vers l'ouest-nord-ouest, dans l'hémisphère nord. Donc, les régions plus impactées sont celles qui sont du côté ouest des grands bassins subtropicaux. Donc on parle le sud des États-Unis, le Mexique, les Antilles, par exemple, dans l'Atlantique, c'est pour ça. Parce que les cyclones se forment à l'est ou au centre de l'océan et après ils se propagent vers l'ouest. Penchons-nous sur le super typhon type, le plus grand jamais enregistré jusqu'ici. D'abord qu'une petite tempête, il se dirige ensuite tout droit vers la Chine et le Japon et prend une ampleur extrême,
faisant craindre des dégâts historiques. À ce moment précis, ce super typhon est tellement étendu qu'il pourrait couvrir une grande partie de l'Amérique, de l'Afrique ou encore de l'Europe. Voici ce que ça donne si on le compare à Marco, l'un des plus petits phénomènes cycloniques de l'histoire récente, qui pourrait déjà couvrir environ 9 fois la surface d'une ville comme Toulouse. Regardons de plus près ce typhon. Ici au centre, on a en gros le fameux œil du cyclone. Il n'y a pas de pluie et le vent est faible. Autour, il y a une large zone de forte pluie, de mer déformée et dans ce cas de vent de plus de 60 km/h. De là à là, pour type, tout ça s'étend sur environ 2000 km de diamètre. C'est bien plus que les 200 à 1000 km qu'atteignent généralement les cyclones. Au total, il peut recouvrir une surface grande comme 7 fois la France environ. Ça commence par une basse pression au niveau de la surface. Alors évidemment, quand il y a une basse pression, les vents tendent à converger vers la basse pression. Cette accumulation de masse fait que le vent s'échappe vers le haut. Un peu comme dans l'évier, hein, quand l'eau converge vers le centre et se met à tourner. En fait, c'est ça qui se passe aussi dans l'atmosphère. Et entre l'œil et le reste du typhon, il y a notamment ce qu'on appelle le mur. De gigantesques nuages verticaux, des pluies extrêmes et à ce moment-là, des vents qui montent jusqu'à 300 km/h environ. L'air qui monte se refroidit et condense l'eau qui est contenue et donc il crée des nuages et il crée de la pluie. Alors la chose intéressante, c'est que toute cette chaîne d'événements se renforce, se auto-renforce. Dans sa course, ce typhon finit par virer de bord et se rabat finalement sur Honshu, la plus grande des îles du Japon. Ces photos montrent les conséquences en octobre 1979. Au total, Type cause la mort d'une centaine de personnes. En fait, ce super typhon s'est fortement affaibli avant de toucher le Japon. Cyclone, ouragan, typhon, c'est quoi la différence? Ces trois mots désignent le même type de tourbillon géant avec des vents d'au moins 119 km/h qui peuvent toucher différents endroits sur Terre. Et justement, leur nom dépend de la zone qu'ils touchent. Ici et là, on parle généralement d'ouragan, comme pour Patricia en 2015. Ici, on parle donc de typhon, comme le typhon Type. Enfin, lorsque ces endroits sont touchés, on parle en général de cyclones ou de cyclones tropicaux. C'est pour ça qu'à Mayotte, on parle de cyclone tropical. Type, c'est donc le plus large typhon jusqu'ici, mais ce n'est pas le plus long cyclone jamais enregistré. La durée de vie moyenne est autour de 5-10 jours, une semaine. Il y a une grande variabilité autour de ça. Jusqu'il y a très récemment, le cyclone qui avait duré le plus longtemps, c'était lui, le cyclone John de 1994 avec ses 30 jours. Mais en 2023, un nouveau cyclone le dépasse, c'est Freddy. Sa longue trajectoire commence au nord-ouest de l'Australie début février 2023. Il traverse l'océan Indien, touche l'île de la Réunion puis Madagascar. Il frappe ensuite une première fois le Mozambique, puis retourne vers Madagascar, avant de s'abattre une nouvelle fois sur le Mozambique et de toucher le sud du Malawi, jusqu'à ce qu'il disparaisse le 14 mars 2023. Au total, son parcours s'étend sur 12 800 km, soit près d'un tiers de la circonférence de la Terre. Et surtout, il dure 36 jours, soit plus d'un mois. Ces ouragans-là, c'est des ouragans qui ont eu la chance, disons, de leur trajectoire de rester plutôt au-dessus d'eau chaude, qui ont permis de leur réapprovisionner de ce carburant, disons, qui est l'humidité, qui lui permet de créer les pluies. Alors que normalement, au bout d'un certain temps, un ouragan finit par arriver sur Terre. Et donc, sur le continent, il y a moins d'apport d'humidité et donc le cyclone s'arrête. Précisons que toutes les données que je vous donne dans cette vidéo, elles proviennent de sources scientifiques et d'institutions. Et vous pouvez en retrouver une grande partie sous la vidéo YouTube. Il s'agit à chaque fois de la valeur la plus extrême parmi tous les cyclones qui ont pu être mesurés et vérifiés, et ce en gros depuis les années 1950 ou 1970 en fonction des exemples. Bien sûr, ils peuvent à leur tour être battus par d'autres cyclones après la publication de la vidéo. Mais revenons à Freddy. Ce cyclone a entraîné de nombreux dégâts et plus de 1400 morts et disparus, principalement au Malawi et au Mozambique. Comme Freddy, je me suis rendu compte que plusieurs cyclones impressionnants se sont produits depuis les années 2000. Et j'ai demandé à Fabio D'Andrea si le changement climatique pouvait avoir une influence sur ces phénomènes, et si oui, laquelle. Parce que jusqu'ici, j'avais un peu lu tout et son contraire là-dessus. Il y a effectivement une augmentation d'énergie, mais qui s'exprime surtout sur les précipitations. Ça, on commence déjà à le voir. Et les cyclones tropicaux, c'est des phénomènes difficiles à représenter par des modèles numériques. On fait quand même des hypothèses qui se basent plutôt sur la connaissance des mécanismes physiques qui créent les cyclones. Typiquement, le fait de la température de surface de la mer, on sait que le changement climatique va faire augmenter cette température dans le futur. Et donc, les cyclones tropicaux pourraient effectivement être plus puissants à cause de la présence d'eau plus chaude et aussi d'humidité dans l'air. Par contre, on pense aussi que leur fréquence ne devrait pas changer beaucoup. C'est-à-dire qu'il y aura plus ou moins le même nombre d'ouragans, mais que chacun sera un peu plus fort. Et donc, on peut aussi dire qu'il y aura plus d'ouragans forts.
Pour revenir à Freddy, dans plusieurs pays, les alertes météorologiques ont été diffusées bien à l'avance. Cela a notamment permis de constituer des stocks de nourriture et de procéder à des évacuations en amont et donc de limiter fortement le bilan humain. La population augmente, les infrastructures augmentent, il y a plus de bâtis, il y a plus d'antennes, de vérandas, de bateaux, et toutes ces choses-là. Donc il y a plus d'exposition. On peut attendre aussi une augmentation des dégâts dû juste au fait qu'il y a plus de choses sur lesquelles le dégât va s'esquisser. Les pays qui sont exposés aux ouragans ont toutes des procédures d'urgence qui maintenant sont en train de développer. Si la vidéo vous a intéressé, restez un peu car voici une info en plus qui a retenu mon attention. Vous savez, les ouragans sont mesurés sur la base de la vitesse du vent en catégories. Donc, il y a des catégories de 1 à 5 et Chido était en catégorie 4. Donc, ce n'est pas le plus fort, alors que Katrina était 5, par exemple. Donc, le malheur de Chido, c'est qu'il est arrivé sur une zone fortement vulnérable. C'est ça qui a créé les gros dégâts. Je vous souhaite une très bonne année à toutes et à tous. Je voulais vous remercier de suivre les Doc Nature et d'apporter des compléments, des débats et du soutien avec vos commentaires. En vrai, ça fait hyper plaisir de voir que ça vous intéresse et ça nous motive pour continuer cette année avec plein de nouveaux sujets dans les tiroirs. Et je vous dis à dimanche prochain.